Nous sommes toujours au centre des congrès Robert Schuman à Metz, au cœur de Gênes, le rendez-vous business et numérique du Grand Est. Nous accueillons tout de suite notre prochain invité, Christophe Galfard. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes écrivain et physicien théoricien, spécialiste du calcul quantique. Vous avez également été l'élève de l'immense Stephen Hawking qui a récemment disparu. Stephen Hawking vous a beaucoup apporté sur la façon dont vous abordez les sciences aujourd'hui ? Plutôt, c'était mon mentor, mon maître. C'est lui qui m'a appris un petit peu à réfléchir sur le monde tel que je le fais aujourd'hui. Alors ça, c'est assez vrai à la fois pour la partie scientifique, même si après on personnalise un peu tout ça, mais aussi sur la façon dont on vulgarise tout ça auprès du grand public, avec cette envie de partager, cette envie de faire en sorte que le plus grand nombre comprenne. C'était important pour lui, c'est très important pour moi aussi aujourd'hui. C'est l'héritage que vous en gardez de Stephen Hawking, cette envie de faire connaître les sciences au plus grand public, de toucher le plus grand nombre ? C'est pas le seul, mais ça fait partie des héritages, oui, ça c'est clairement... Je crois que j'ai commencé à comprendre l'impact que pouvait avoir la transmission du savoir scientifique lorsque j'étais avec lui aux États-Unis durant mes premières années de thèse, où voyant qu'il donnait des conférences sur des sujets extrêmement compliqués devant des parterres de 10, 15 000 étudiants ou grand public. Et en voyant qu'entre ces phrases qui prenaient un petit peu de temps, il y avait un silence total de concentration dans la salle, je me suis dit qu'il y avait vraiment quelque chose à creuser là-dedans. C'est quelque chose qui est admirable, j'imagine, pour quelqu'un comme vous qui êtes très porté sur les sciences, de voir un immense homme comme ça captiver les foules. C'est surtout que ça confortait mon idée qu'il y a eu un appétit pour ce genre de savoir de la part de absolument n'importe qui. J'en suis absolument persuadé, je le vois et le ressens et en fais l'expérience tous les jours. Et je trouve que c'est un petit peu dommage qu'il n'y ait pas plus de nourriture à offrir à tous ces gens. Alors justement, de la nourriture, nous, on va en offrir. Comme je le disais tout à l'heure, vous êtes spécialiste du calcul quantique. Et vous êtes notamment ici pour donner une conférence sur la transmission quantique. Alors concrètement, on va déjà commencer par définir qu'est-ce que la transmission quantique. Alors juste pour préciser, je ne suis pas un spécialiste du calcul quantique, je faisais de la physique théorique, c'est-à-dire les trous noirs et ce genre de choses. Il y a de la physique quantique évidemment là-dedans, mais le calcul quantique c'est un petit peu plus précis. C'est en général ce qu'on utilise comme terme pour ce qui se passe à l'intérieur d'ordinateurs quantiques. Donc ça c'est quelque chose qui est en train d'être développé aujourd'hui, on n'y est pas encore. Il y a des pistes qui sont des pistes technologiques qui permettront peut-être de faire ça dans quelques dizaines d'années à une échelle plus industrielle, mais pour l'instant c'est limité au laboratoire de recherche. La transmission quantique, c'est justement d'essayer d'utiliser des aspects du monde quantique, c'est-à-dire du monde du très petit, du tout petit, des atomes et des particules qui nous entourent, pour transmettre d'un endroit à un autre des données, pour communiquer et avec un petit peu de chance, en faisant ça bien et intelligemment, de le faire de manière sécurisée. C'est un petit peu ça qu'on appelle la transmission quantique, c'est de réussir à transmettre d'un endroit à un autre un message ou de donner des clés pour décrypter des messages sans que ça puisse être lu ou compris ou etc. par quelqu'un qui a envie d'écouter aux portes. Alors, l'exemple de liaison quantique le plus récent que j'ai trouvé, il est chinois. Cette expérience, elle consistait en quoi exactement ? Alors, je ne sais pas ce que vous avez trouvé. Vous parlez de quelque chose qui a eu lieu en juin 2017, peut-être ? Oui, ça doit être ça, oui. Par satellite ? Oui, exactement. Alors, sur 1200 km, une transmission de message sur 1200 km, oui. Alors, le truc, c'est que quand on regarde la nature qui est autour de nous, on est habitué à ce que les objets, les gens, éventuellement même l'air, les nuages, se comportent d'une manière normale. Dans le monde quantique, le normal tel que nous on le croit ou on le comprend, ça n'existe plus. C'est extrêmement bizarre. Et il y a parfois des objets qui, par exemple, ont été en interaction. Imaginez que vous et moi soyons des particules élémentaires qui sont mises au départ dans une sorte de bain commun
et qu'on s'écarte ensuite, on va rester en contact d'une certaine manière. S'il m'arrive quelque chose à moi, il vous arrivera quelque chose à vous aussi en même temps. Exactement en même temps, immédiatement. Ça, c'est un terme technique pour dire ça. On appelle ça l'intrication quantique. Ça fait peur des mots comme ça, mais ça veut juste dire que si deux objets ont été mis en contact d'une certaine manière au départ et qu'ensuite on les sépare, ils restent finalement en contact. Même s'il y a une énorme distance qui les sépare. Ça paraît contradictoire, ça paraît être en contradiction même avec le fait qu'on ne puisse pas voyager plus vite que la lumière, etc. Ça ne l'est pas, mais c'est très bizarre. Et en envoyant comme ça deux particules qui ont été en interaction, une ici, une là, si on fait quelque chose sur l'une, on sait qu'immédiatement qu'il y a quelque chose qui se fait sur l'autre. Pour communiquer des secrets, c'est très bien. On peut utiliser ça comme clé pour communiquer, pour vérifier qu'on est l'un l'autre, pour vérifier que quelque chose a été envoyé de la bonne manière et que personne n'a écouté, c'est possible. Sauf que ces aspects qui sont complètement contre-intuitifs du tout petit, eh ben, ils tiennent pas très longtemps la route. C'est-à-dire si on les fait interagir avec de l'air, avec d'autres choses, ça s'en va, ça disparaît. Donc ça marche plus. Les meilleurs tests qui avaient été faits pour envoyer comme ça des particules à gauche et à droite, loin l'une de l'autre, c'était au maximum de 200 ou 300 km dans l'air, oui, surtout dans l'air. Là, les Chinois, un groupe de recherche chinoise a réussi à faire ça depuis l'espace, depuis un satellite, vers deux stations qui sont dans l'Himalaya, donc assez haut dans le ciel, comme ça il n'y a pas trop d'air, et effectivement distantes l'une de l'autre de 1200 km. Donc ça, c'est quand même une preuve de savoir-faire épatante, extraordinaire presque. On n'est pas encore sur de l'industriel, hein. C'est vraiment une preuve de savoir-faire, mais il y a de fortes chances, si on regarde à long terme, que ce genre de protocole, on va dire, soit utilisé dans le futur et que les transmissions, même d'Internet un petit peu sécurisées ou militaires ou autre chose, transitent par l'espace, comme les Chinois viennent de réussir à le faire. Alors justement, quand on parle de transmission quantique, on parle également de la possibilité d'un Internet infalsifiable. Est-ce que ça, c'est réellement possible ? Alors, quand on dit infalsifiable, vous voulez dire qu'une transmission, par exemple, si je vous envoie un code, je suis sûr que vous l'avez et que personne n'a écouté et personne n'a pu le changer ou vous faire penser autre chose. Alors, d'une certaine manière, oui. Mais après, il faut faire attention à ce qu'on entend par infalsifiable. C'est-à-dire que, imaginons qu'on a une sorte d'équipe parfaite, où on a un message qui est écrit au départ de manière parfaite, que personne n'a pu écouter au moment où le message était écrit, que c'était parfait, que la transmission ensuite est parfaite et que de l'autre côté, on a quelqu'un qui l'écoute parfaitement. Là, on peut prouver que dans ces cas-là, quiconque va essayer d'écouter le message sera détecté immédiatement et du coup, on peut couper le message et donc être sûr que le message n'a pas été pris par quelqu'un d'autre. Oui, ça c'est possible. Et on peut même être sûr quand le message arrive de l'autre côté, sûr à 99,99999%, c'est au choix, mais on peut mettre autant de 9 qu'on veut. On peut être sûr que personne n'a écouté le message de l'autre côté aussi. Maintenant, on peut toujours attaquer la personne qui a envoyé le message. On peut essayer de se faire passer par quelqu'un au milieu, même s'il y a des protocoles qui permettent de l'éviter. Et puis, il y a toujours une course entre ceux qui veulent crypter des choses et ceux qui veulent les décrypter. Mais oui, en tout cas, les aspects quantiques de la nature. Si vous voulez, jusqu'à présent, tout ce qui fait que nos ordinateurs sont assez en sécurité, disons, c'est sur des principes de base qui sont que si on voulait casser un code ou quelque chose, il faudrait une puissance de calcul telle qu'on aurait besoin, en gros, de tous les ordinateurs de la planète pendant 10 millions d'années. Je dis n'importe quoi comme chiffre, mais c'est pour donner une idée. Avec cette transmission quantique, ça ne marche plus comme ça. C'est indépendant de la puissance de calcul qui est en face. Il y a plein de protocoles différents, mais en gros, c'est ça. Si on veut essayer d'écouter, on est détecté immédiatement. D'accord. Et avec ce type d'Internet, est-ce qu'on pourra du coup réellement protéger nos données personnelles ? Là, par exemple, il y a eu le RGPD qui est passé il n'y a pas longtemps pour protéger nos données personnelles. Est-ce qu'avec cet Internet quantique, on pourrait ne plus avoir besoin d'être vigilant ou... Alors, oui et non, mais
Si vous voulez, ça n'a rien à voir avec de la cryptologie et de cacher des choses qui sont envoyées de manière sécurisée, ces nouvelles lois. Ces nouvelles lois, c'est pour empêcher qu'on stocke des données qui nous concernent et qu'elles soient réutilisées à notre insu. Ça pourra continuer. Si vous êtes d'accord pour que vos données soient récoltées par par des tiers, ça ne changera rien, ce sont vos données personnelles. Non, là où ça change quelque chose, c'est si vous avez une transaction bancaire à faire, par exemple. Vous n'avez pas envie que quelqu'un d'autre la fasse pour vous. Oui, c'est sûr. Et vous n'avez pas envie qu'on vous attrape l'argent au passage. Donc c'est dans ce genre de direction que c'est important, pour tout ce qui est de manière... pour la sécurité des échanges Internet. Après, si vous acceptez que vos données soient prises par des tiers, c'est autre chose. C'est une autre question. Mais alors, concrètement, qu'est-ce que ça pourrait changer dans nos vies au quotidien, cette transmission quantique? Pour l'instant, c'est encore à l'état d'expérience? Alors, je vous donne juste un exemple qui n'est pas actuel. Mais imaginez qu'un jour, on atteigne la puissance requise pour casser les codes qui protègent nos données, par exemple bancaires, etc. Bon, si ça arrive, en quelques minutes, il n'y a plus rien qui est sécurisé sur Internet, y compris les transactions bancaires, y compris la façon dont vos comptes potentiellement sont protégés dans des coffres numériques à l'intérieur des banques elles-mêmes. En gros, si ça arrive là, maintenant, on est embêté. Parce que ça ne marcherait plus. Donc il y a des questions de sécurité financière là-dessus. La cryptologie quantique, par exemple, ou les transmissions quantiques, pourraient d'une certaine manière éviter ce genre de chaos qui pourrait intervenir derrière. Et du coup, ce serait accessible à tout le monde c'est toujours le cas dans ce genre de choses. Les premiers ordinateurs, les premières... aujourd'hui, on peut déjà utiliser ce genre de choses. Ce genre de cryptologie quantique existe déjà. Il y a déjà des sociétés qui fournissent ce genre de services. Après, il y a plein d'endroits où Je vous donne un autre exemple tout bête. Quand vous voulez communiquer via Internet, par email par exemple. Ouais. C'est un peu comme si je vous envoyais quelque chose qui est brouillé et il vous faut une clé pour débrouiller. Ouais. Une des complications de tout ça, c'est que personne ne chope la clé au passage ou ne la copie et puisse ouvrir ce que je vous ai envoyé. Bon, pour créer ces clés, quelque chose d'efficace, c'est d'avoir une sorte de base de données aléatoire. Quelque chose où il n'y a absolument aucune répétition, aucun cycle, complètement aléatoire, et vous allez brouiller votre texte de départ avec quelque chose de complètement aléatoire. Le complètement aléatoire, on n'arrive pas à le créer avec des algorithmes. Ça n'existe pas. Il y a toujours un petit biais, il y a toujours un truc qui va être un tout petit peu, même si c'est ridicule, mais un tout petit peu plus utilisé que d'autres. Et bien rien que ça peut permettre à des attaquants de casser votre code et de trouver la clé et de rentrer dans votre message. Il faut vraiment que vous soyez une cible, parce que oui. vous et moi comme ça, je ne pense pas que quelqu'un va s'embêter à essayer de faire ça. Je pense pas. En utilisant des aspects quantiques de la nature, on peut créer aussi des clés qui sont totalement aléatoires. Et ça existe déjà. Il y a des sociétés qui fournissent ce genre de choses. Il y a des sociétés qui fournissent des canaux à l'intérieur desquels on peut faire passer de l'encryption quantique. Ça a été fait sur plusieurs centaines de kilomètres. Et c'est aussi ce qui a été fait avec ce satellite chinois. Et du coup, c'est à quelle échelle pour l'instant ces entreprises qui peuvent le faire? Je ne me rends pas compte du poids que ça pourrait avoir d'un point de vue économique pour l'instant sur le marché. Mais il y a quand même de fortes chances qu'un jour ou l'autre, ce sera utilisé. Les ordinateurs devenant de plus en plus puissants, par exemple, un des codes qui permet de protéger les cartes bleues et ce genre de choses, c'est un code qui s'appelle RSA. Ouais. Alors, je crois qu'il a été breveté ou en tout cas annoncé en 1977. À l'époque, avec les ordinateurs qui existaient, on considérait qu'il faudrait 400 quadrillions d'années pour craquer ces codes-là. Donc beaucoup de temps. C'est beaucoup plus long que l'âge de l'univers lui-même. Et 17 ans plus tard, il a été craqué. C'est-à-dire qu'il y a des tels progrès qui se font que il faut innover, il faut essayer d'avancer. Aujourd'hui, c'est peut-être certaines de ces technologies sont peut-être un petit peu chères, etc. Mais un jour ou l'autre, on y viendra. Et est-ce que vous auriez une échelle de temps à nous donner? Aucune. Aucune? Non, parce qu'il y a des choses. 20, 30
Mais par exemple, pour l'instant, vous et moi, on n'en a pas besoin, je répète. Le jour où, disons qu'un ordinateur quantique, par exemple, existera, ça c'est un ordinateur dont la puissance de calcul est incomparablement plus puissante que nos ordinateurs d'aujourd'hui, classiques. Bon, ben, ceux-là, ils seront capables de casser craquer les codes ultra rapidement, et du coup, il faudra trouver une alternative. Il y a des alternatives qui sont classiques, et il y a des alternatives qui sont quantiques. Quand on dit classique, c'est par opposition à quantique. Et je sais pas, moi, si je devais parier sur quand auront... Les premiers ordinateurs quantiques, par exemple, seront probablement détenus par des gouvernements, j'imagine, et on est dans peut-être 20, 30, 40 ans, j'en sais rien. Et le temps que ça arrive à des sociétés privées géantes, un petit peu plus, et le temps que ça arrive au grand public, à mon avis, on a encore un petit peu de temps devant nous. Après, lorsqu'on essaie de prédire le futur, en général, on a toujours tort, donc je n'ai aucune idée de quand ça pourrait avoir lieu. Et alors, je reviens à la transmission quantique en elle-même. Donc, vous disiez au départ que ce sont deux molécules, par exemple, qu'on sépare, mais s'il arrive quelque chose à l'une, il arrive quelque chose à l'autre, malgré la distance. Est-ce que ça veut dire qu'un jour, peut-être dans nos rêves les plus fous, on arrivera un jour à téléporter un objet, voire un être humain ? Alors, ce dont vous ne parlez pas, là, ça peut avoir un lien avec la transmission quantique, effectivement, mais ça s'appelle l'intrication quantique. Il y a certains cas où c'est utilisé pour la communication quantique, etc., mais c'est un phénomène qui existe de toute façon. Est-ce que ça pourra permettre de téléporter des choses ? On l'a déjà fait. Est-ce qu'on a déjà... Et c'est pas vraiment des molécules, hein, c'est plutôt au niveau atomique. Des particules fondamentales, plutôt à ce niveau-là. Bon, des téléportations de ce genre, ça a déjà été fait. Au niveau d'une particule, une fois de plus, pas au niveau d'un être humain et ce genre de choses. Est-ce que je le souhaite à quiconque ? Pas forcément, parce qu'il faut savoir qu'il y a un théorème en physique quantique qui dit qu'on n'a pas le droit de cloner. Le clonage est impossible. Donc la source est forcément détruite dans le passage. Donc si on vous propose de vous cloner quantiquement, si j'étais vous, je dirais non. Donc c'est-à-dire que si... L'original est détruit. L'original est forcément... Ouais. Il n'y a pas d'autre moyen. Donc en fait, c'est pas comme on le voit dans la science-fiction, une téléportation où une personne part d'un point A pour aller à un point B. C'est la personne au point A est détruite pour être reconstruite au point B. C'est ça. D'accord. C'est presque effrayant en fait. Oui, mais ça n'existe pas vraiment encore. Donc, on le fait au niveau des particules. C'est pas très... C'est génial, hein, c'est chouette. Oui, j'imagine. Mais c'est pas encore très poussé. D'accord. Et au niveau des objets, par exemple, ce serait envisageable ? Non. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de combien il y a de particules dans un objet. Non, je me rends pas compte du tout. Beaucoup. beaucoup. Vraiment beaucoup. Donc non, on n'est pas à ce niveau-là encore. D'accord. Et vous pensez que dans un futur, même très lointain, c'est quelque chose qui pourrait être envisageable ? Une fois de plus, ce qui arrivera dans le futur, allez savoir. Peut-être, pourquoi pas. Ce qui relève de la science-fiction, il y a beaucoup de choses qui, il y a 30, 40 ans, paraissaient impossibles et qui finalement sont devenues possibles. Ce sera votre mot à vous, du coup, peut-être que ce sera possible plus tard. Peut-être. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir expliqué ce que c'était que la transmission quantique. Merci beaucoup, Christophe Gelfard, d'avoir été à nos côtés pour répondre à nos questions. Merci.